Bonjour à tous et bienvenue. Comme chaque année, la DNCG a enfin publié le bilan financier des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la dernière saison écoulée, en l'occurrence 2022-2023. Et rappelez-vous, il y a quelques mois, le président de cette DNCG s'était vanté sur les ondes européens de la bonne santé financière des clubs français qui allait dans la bonne direction en mettant en avant que les pertes avaient été globalement réduites de moitié. Pour faire simple, les 40 clubs professionnels entre Ligue 1 et Ligue 2 perdaient ces dernières années entre 600 et 700 millions d'euros par an en cumulé. Et là, ils ont dit on a descendu à 300 millions. Le résultat net étant moins 282 millions. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde simplement ce chiffre, qui est très trompeur, on se dit en effet, le foot français va mieux, la gestion semble plus saine, etc. Et pourquoi pas aller vers l'équilibre bientôt. Puis après, on regarde un peu le détail. Avant les transferts et les ventes de joueurs, les clubs professionnels de football français, les 20 de Ligue 1 et 20 de Ligue 2, ont perdu en réalité plus de 1 milliard d'euros. Je vais répéter pour que tout le monde comprenne bien, la bonne gestion prudente, les 40 clubs pro ont perdu plus de 1 milliard en un an. Et donc, pour arriver à des pertes moins fortes, on a vendu comme pas possible, et plus en fait que les dernières années, et c'est pour ça que les pertes sont moindres, déjà parce qu'aussi le PSG a perdu moins d'argent, et c'était en effet les plus grandes pertes, mais la deuxième raison, c'est surtout parce qu'en fait, tu as vendu beaucoup plus de joueurs que prévu. Tu es passé de 463 millions de ventes à 760. Donc en fait, ton écart, il est globalement ici. Donc est-ce qu'il faut se vanter que pour avoir des pertes de moitié, tu as encore dévalorisé davantage ta Ligue 1 ? Cet avis, évidemment, il ne tient qu'au président de la DNCG. Avant de rentrer en détail club par club, j'attire votre attention sur l'écart entre le budget initialement prévu par le club et le résultat final. Et on ne va pas jeter la pierre à toutes ces équipes, parce qu'en effet, ce n'est pas une science exacte, ça dépend de ton classement, ça dépend de plein de choses, donc il y a des paramètres aléatoires qui rentrent en jeu. On est totalement d'accord. Sauf qu'on le rappelle, dans le football, on joue souvent avec de l'argent qu'on n'a pas. Parce qu'en effet, quand tu présentes un bilan, vu que tu es en déficit structurel absolument abyssal, parce que tu vis au-dessus de tes moyens, comment tu vas présenter quelque chose d'à peu près positif? Tu as deux manières. Soit tu vas faire un apport de compte courant, donc en gros l'actionnaire va mettre au pot. Soit deuxième manière, ce qui est choisi par globalement la majorité des clubs, tu vas vendre des joueurs. Mais au moment où tu présentes le bilan, cet argent tu l'as pas. C'est de l'argent hypothétique parce que tu dis ok, je vais vendre tel ou tel joueur. Potentiellement, sauf qu'il peut être blessé, il peut avoir une mauvaise saison, que c'est. Donc tu joues littéralement avec de l'argent que tu n'as pas. Mais soit. Et dans le même temps, on présente un budget à la DNCG, puis comme je vous dis, il y a forcément un écart, c'est normal avec le résultat final. Bon, l'écart quand même, il est un peu gros. Là, je vais uniquement parler des clubs de Ligue 1. Alors, ils avaient annoncé des revenus, alors pour le coup, ils n'avaient pas annoncé assez. On remarque qu'en fait, il y en avait plus. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est les charges d'exploitation. Il y a quand même un écart de 333 millions, les mecs. Donc si on fait le cumulé, le cumul, c'est 200 millions à peu près d'écart. Donc à peu près, entre ce qu'ils ont annoncé et les réalités, c'est 10 millions par club l'écart. Ça va ? Bref, comme bien souvent, les chiffres, on les interprète un peu comme on veut. La DNCG va mettre en avant qu'il y a plusieurs clubs qui ont tiré un bénéfice en fin d'exercice. Moi, je vais surtout mettre en avant que, en fait, il n'y en a pas vraiment. Parce qu'en fait, ce bénéfice, il est hérité soit d'un abandon de créances, donc résultat dit exceptionnel, il y en a eu beaucoup, notamment à Bordeaux, soit de vente massive de joueurs. Parce que avant les ventes des joueurs, regardez en fait, le Paris Saint-Germain, alors oui, il y a un actionnaire, etc., 154 millions avant les ventes de pertes. Et des fois, ils perdaient encore plus. Et là, vous allez voir rapidement qu'il y a un football à deux vitesses. Lyon, c'est 98 millions de pertes avant les ventes. Nice, 96. Nice, c'est honnêtement ce qui m'a le plus choqué. Comment Nice peut perdre 96 millions avant les ventes des joueurs? Mais c'est pas tout. Regardez bien sur le bilan de Nice. Vous voyez bien, 97 millions de revenus hors vente de joueurs. Regardez après la masse salariale de Nice. 104 millions. Mais comment tu fais le budget? Monsieur Ratcliffe, il aime se faire prendre pour un imbécile ou je sais pas. C'est-à-dire que ton club génère 97 millions de revenus, sans compter les ventes. Ta masse salariale, elle est plus haute. Fait forcément 96 millions de pertes avant les ventes et tu perds 64 millions sur l'année pour ce résultat sportif. Je dis bravo aux dirigeants de Nice, pour garder leur poche, je sais pas comment ils font. Honnêtement, c'est majestueux. Mais vous allez me dire, parce qu'en effet, Monaco, Marseille, Rennes, il y a des pertes. Mais dans les gestions abracadabrantesques, je vous demande Montpellier, 52 millions de revenus, ok, masse salariale de 51 millions. Ça fait quasiment 100% de tes revenus, forcément. On a perdu 25 millions avant les ventes. Mais pas de panique, on va vendre les joueurs comme tous les autres. Et vous savez le pire dans cette histoire? C'est l'un des clubs. Et pourtant, qu'est-ce que c'est folklorique en interne? Parce que alors là, en termes de gestion folklore, on le connaît. Nantes, en comparaison, ne perd que 8 millions avant les transferts. Donc, tu te dis que financièrement,
bah, c'est mieux géré. Et quand on te dit que Nantes est mieux géré que certains clubs, alors ça n'empêche pas tout le folklore et n'importe quoi, mais tu prends une claque. Alors on a fait un petit classement, donc encore une fois c'est avant les ventes. Monaco 43 millions de pertes. Donc, je vais arrêter de dire pertes parce que c'est que des pertes. Lille 37 millions, Rennes 31, Lens 30, Reims 26, Montpellier 25, Marseille 25, Lorient 23, 23. Ils ont trouvé le moyen, les stacks, de paumer 23 millions et de descendre en Ligue 2. Strasbourg 14, Toulouse 13, Angers 13, Brest 8,9, Auxerre 7,7. Et surprise, on a 2 clubs de Ligue 1 l'an dernier qui étaient positifs avant les ventes. C'est Clermont, plus 1,8 de bénéfices, et Ajaccio, plus 2,1 de bénéfices en millions. Ce qui pose en fait une question, parce que la plupart des clubs ont joué avec un argent qu'ils n'ont pas. Donc comment tu fais quand toi tu essayes, on va dire, d'équilibrer un minimum? Je comprends la logique de trading, mais elle va jusqu'à un point. Quand un club comme Lorient ou Montpellier perd plus de 20 patates, quand tu compares en termes de proportionnalité aux revenus qu'il génère, c'est énorme. Enfin, il faut imaginer quand même que Montpellier gère 52 millions de revenus et a des pertes de 25 millions. Je vous laisse faire la proportionnalité. Si, admettons, vous me dites le Paris Saint-Germain qui fait je ne sais pas combien de centaines de millions de revenus, a au final 25 millions de pertes, la proportion elle est beaucoup moins importante. Mais pour des clubs comme Lorient et Montpellier, c'est colossal. Reims, 26 millions aussi. Alors bon, on pourrait revenir sur certains points, parce que d'ailleurs aussi, commission d'agents jamais aussi élevée. On a dépassé, messieurs, dames, les 150 millions d'euros en une année entre Ligue 1 et Ligue 2. Alors, c'est vrai que plus d'opérations de transfert, plus de ventes, mais ça n'explique pas tout. Parce que je le rappelle que la commission d'agent est indexée au salaire du joueur et sur ses années de contrat. Alors c'est normal quand il y a plus de transferts que tu payes plus, comme à Marseille, qui est passé de 10 à 19 millions en un an. Donc c'est normal qu'il y ait une augmentation. Mais l'augmentation de Marseille, qui est quand même quasiment le double, c'est énorme. Quasiment, ça fait 8 ou 9% des revenus générés par le club, juste au passage. Elle s'accompagne aussi de mandats club. Elle ne s'explique pas uniquement par ces transferts-là. Alors encore une fois, les mandats, ils peuvent être justifiés. Parce que là, 19 millions, même s'il y a eu une grosse augmentation, il est vrai, plus du double, mais je le rappelle, les commissions, elles ne sont pas versées sur les sommes de transfert, mais sur les émoluments des joueurs vis-à-vis de leur année de contrat. Quand tu es rémunéré sur l'annualité de transfert, c'est que tu as récupéré un mandat club. Donc, Marseille doit avoir une augmentation, la commission agent, qui est totalement logique, vu les dépenses réalisées, les contrats et tout ça. Mais le double fait beaucoup quand même. Alors attention, Rennes 15 millions, je trouve que c'est énorme également. Et globalement, on a dépassé 150 patates. On m'explique, alors que la Ligue 1 ne s'est jamais autant appauvrie. Ça veut dire qu'on a mis des mandats pour vendre les joueurs. Pourquoi? Parce que les clubs sont prêts à la gorge, parce qu'ils sont mal gérés, ils ont des vides structurels. Donc ensuite, ils ont un besoin de cash et de liquidité. Donc ils vont mandater des gens et ça va faire perdre certains millions à certains clubs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'agent propose, le club dispose, et je le répète, heureusement qu'il y a certains agents, parce que sinon certains clubs français, ils mettent la clé sous la porte. Mais je ne résiste pas à l'idée de faire un petit tour en Ligue 2, où là, on a quelques budgets équilibrés ou qui perdent de manière raisonnable, Rodez, Annecy, Bastia, Pau, puis il y en a d'autres. Il y a Amiens, 13 millions. Comment tu peux perdre 13 millions en Ligue 2 avant transfert? Alors c'est vrai, John Williams, qui contrôle complètement le club, il faudrait refaire une V2 d'ailleurs sur les irréductibles Picard, il arrive toujours à trouver des joueurs, mais encore une fois, Dijon, 12 millions de pertes pour descendre en national, elle est belle. Caen, 9 millions. Guingamp, 6 millions. Metz, heureusement qu'ils sont montés, 17 millions. Sochaux, 17 millions. Le PFC, 10 millions. Nîmes, 4 millions et demi. Puis vous avez Bordeaux, 44 millions. Alors heureusement qu'il y a eu des résultats exceptionnels, de l'abandon de créances, etc. Et beaucoup de ventes de joueurs. Une ligne attire l'attention à Bordeaux, c'est la situation nette à l'issue de la saison 2002-2023. Moins 30 millions. Alors, il y a quelques clubs qui ont une situation nette négative. Il y avait Valenciennes avant le rachat, Niort, puis il y en avait un autre, Lille, moins 11 millions. Il n'y aurait pas un point commun entre Lille et Bordeaux, comme ça. Au final, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, parce que le cas français, c'est un cas d'école. Parce que ces pertes, vous les voyez en fait à travers l'Europe, dans le monde entier. Et en fait, ce modèle économique totalement déraisonnable, il est aussi encouragé parce que souvent on dit oui, mais le propriétaire, faut qu'il mette plus, faut qu'il mette plus. À un moment donné, il faudrait se poser la question de pourquoi les clubs ne sont absolument pas autosuffisants, qu'en plus en France, ils viennent d'impacter, ils viennent de perdre une partie de leurs revenus à vie, je le rappelle, le contrat CVC, que ça ne les inquiète pas et qu'ils ne changent pas leur train de vie.
Alors c'est quoi le modèle? Ah oui, il faut que le propriétaire remette la main au pot. Et là pour le coup c'est très bien vis-à-vis du football français parce qu'on a eu des actionnaires quand même plutôt sérieux qui ont répondu aux attentes. Donc ça, il faut quand même les féliciter à ce niveau-là, il n'y a pas que du négatif. Mais de l'autre côté, sans une profonde remise en question de ce modèle et l'autosuffisance des clubs, on n'y arrivera pas. Mais vous savez ce que c'est le véritable souci? Parce que je ne parle pas du national, alors là c'est encore pire. C'est que souvent les gens à l'intérieur des clubs, les directeurs sportifs et tout, pour eux c'est normal. Ah oui, mais un club ne peut pas être autosuffisant, etc. et tout. En Allemagne, ils y arrivent quand même un minimum. Ce serait peut-être bien un jour de prendre exemple sur. Alors, c'est loin d'être parfait en Allemagne, attention. Sauf que quand je vois des Montpellier perdre 25 millions avant les ventes, des Lorient perdre 23 millions, des Amiens en Ligue 2 perdent 13 millions, des Caen perdent 9 millions, etc. En attendant le Père Noël, ah oui, on a un joueur qui va éclater ou deux, on va les revendre à des pigeons en anglais, etc. Évidemment, en graissant la patte à certains pour faciliter les transferts, quitte à se prendre derrière une petite rétro-commission. Quand tu vois ce modèle aussi brinque-ballant et que tu te dis que tu as le pauvre fan qui lui achète sa place, son maillot et tout, en te disant oui, mais mon équipe, peut-être que l'année prochaine, elle va être meilleure. Ton équipe, elle peut pas être meilleure l'année prochaine pour une raison toute simple, c'est que si tu vends pas tes meilleurs joueurs, potentiellement, tu mets la clé sous la porte. Et ça, cette déclaration, il y a des présidents de Ligue 1 qui l'avaient évoqué lors de la dernière réunion de novembre à Vincent Labrune en le remerciant d'avoir obtenu ce cash de CVC. Donc c'est un modèle absolument immonde, mais pas de panique messieurs dames, je le rappelle que le patron de la DNCG a dit que tout allait bien. Mais bon, tout allait bien oui, potentiellement pour le compte en banque de certains, mais pour le foot français pas du tout. Bref, plus que jamais, keep the faith.